Bonsoir à tous et bienvenue pour ce deuxième cours d'hypnologie consacré à la volonté. Et donc pour ceux qui ont suivi le premier cours, peut-être que cette image du tauri qui a survécu à la bombe atomique qui est tombée sur Nagasaki prend un sens nouveau, ou peut-être pas. Peut-être que vous avez une idée de la métaphore qu'il peut y avoir derrière. Et peut-être que cette idée va pouvoir continuer d'évoluer avec les cours, ce deuxième cours, et peut-être même le troisième cours, qui sait. Pour ceux qui nous rejoignent pour cette soirée, qui n'ont pas vu le premier cours, rassurez-vous, ça va bien se passer. Pour les autres, vous allez pouvoir faire des liens entre les deux cours et enrichir un peu plus votre conception de la volonté. Donc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on a 3 dates, et cette année, on colle les dates entre elles, donc nous sommes au deuxième cours, et la semaine prochaine, on clôture ce module de cours sur la volonté, et on va voir un petit peu où on va aller au-delà de ce cours. Alors ce cours vise à réaliser la volonté. La dernière fois, on avait éclaté le concept de volonté en différents organes, en différents rouages. On avait regardé à l'intérieur de cette horloge quels sont les rouages qui la composent, mais on n'avait pas vu de technique opérative pour venir travailler dessus. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Combien il y a d'accompagnants dans cette salle? Levez la main pour juste que je me rende compte. Ok. Les gens en formation aussi, levez la main si voilà. Ah, il y a quand même plus de gens, ok. Que vous soyez accompagnant ou non, vous allez retirer des choses. Et comme je le disais dans le cours précédent, c'est un cours à tiroir. C'est-à-dire que peut-être que pour certains d'entre vous, ceux qui sont peut-être en formation, ou peut-être les gens qui viennent en simple curieux, peut-être qu'à certains moments, ça va faire mais de quoi il parle? À ce moment-là, tenez bon. Je vais raccrocher les wagons à certains moments en vous donnant les idées fortes de chaque passage, et vous allez retirer une idée générale du cours qui vous permettra de mieux comprendre. Avant de commencer, je vais juste faire un petit point. Donc pour ceux qui étaient venus la semaine dernière, vous allez voir, je reprends des slides de la semaine dernière. Pourquoi est-ce qu'on fait ce cours sur la volonté? Eh bien parce qu'il y a 2 problèmes qui nous occupent particulièrement dans la vie en tant que personne, et qui nous occupent en tant qu'accompagnants quand les gens viennent et qu'ils sont en souffrance. C'est le fait que manifestement, je ne fais pas toujours ce que je veux faire, et je fais des choses que je ne souhaite pas faire. Et ça nous pourrit la vie au jour le jour, et ça pourrit la vie des gens qui viennent nous voir en séance pour des accompagnements. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on fait ces cours. Et qu'est-ce qu'on veut mettre en avant dans ces cours? En tout cas, quelle est la vision qu'on essaye de dégager des données que l'on a rassemblées? L'idée, c'est de se séparer des 2 extrêmes. Un extrême, on va dire, de vision traditionnelle, presque naïve sur la volonté, que j'ai représenté par la tête de Descartes, qui est un peu le héros de cette vision traditionnelle, avec l'idée d'une volonté toute puissante qui pilote le corps, et qui est un seul bloc, non causé, complètement interne à la personne. Et on essaie de se séparer du 2e extrême, qui est une idée très intellectualisante de la volonté, une idée que la volonté serait qu'une illusion, un simple mirage, et que finalement ça n'existe pas. Et on va voir surtout à la fin de ce cours pourquoi cette vision peut être extrêmement dangereuse. Et ce qu'on essaye de trouver, évidemment, c'est une position qui est entre ces 2 extrêmes, et qu'il est raisonnable de tenir aujourd'hui, au XXIe siècle. Dans le premier cours, on a cassé le concept de volonté en différents éléments, différents organes. Dans ce deuxième cours, on va regarder comment ça fonctionne, comment ça dysfonctionne, et surtout, qu'est-ce qu'on peut y faire. Et dans le troisième cours, eh bien, on va refermer l'horloge, on va refermer l'individu pour regarder ce qui se passe quand on met l'individu en relation avec son environnement, et notamment l'influence du champ social. Alors, dans le premier cours, je ne vais pas vous le refaire, mais on avait explosé le concept de volonté en différents blocs que je vous mets ici. La fameuse vue d'ensemble sur laquelle on est resté, qui s'achemine de la sélection des buts jusqu'à l'action et l'interprétation de l'action, en passant par la motivation, la prise de décision, etc.
Évidemment, je vous avais dit dans le premier cours que c'est quelque chose qui est représenté de façon linéaire sur cette slide pour avoir quelque chose de simplifié. Évidemment, dans la vie de tous les jours, c'est beaucoup plus interconnecté. On peut avoir la motivation qui est connectée, qui est avant la sélection des buts, la prise de décision à propos des buts. On peut contrôler sa motivation, etc., etc. C'est quelque chose de beaucoup plus densément interconnecté, mais là, on prend une vision, on va dire, atomiste. On essaie d'isoler chacun des bouts pour mieux les comprendre. OK ? Donc, quelle va être la thématique d'aujourd'hui ? La thématique d'aujourd'hui, ça va être comment réaliser sa volonté. Et pourquoi, en fait, c'est pas tout à fait une bonne idée. Volonté, je vais peut-être vous donner quelques autres mots de vocabulaire pour cerner un peu ce qu'on veut dire, en tout cas au niveau du ressenti. On peut parler, par exemple, de persistance dans l'effort. On peut parler de résolution, de détermination, de passer des épreuves, de repousser les limites, de s'engager dans quelque chose d'important. Et peut-être que quand vous entendez ces mots-là, ça résonne différemment pour chacun d'entre vous, mais vous voyez ce que l'on veut dire derrière, à cette idée de ne pas se laisser faire par le monde, de poser quelque chose comme venant de soi et de le tenir face à tout ce qu'il peut y avoir aux alentours, à l'orage dans lequel on navigue. Voilà pour la métaphore. Donc, on va commencer, très simple, par la sélection des buts. Et on ne va pas en dire grand-chose parce que la sélection des buts, on l'a vu la dernière fois, c'est un module entier de cours d'hypnologie qui est consacré, le module de cours de 2018 sur l'évolution des systèmes de valeurs. Et vous avez tout un tas d'outils dedans, des outils, des conceptualisations qui sont assez poussées, certaines qui vont de conceptions assez traditionnelles jusqu'à des conceptions très abouties comme celle-ci. Avec des outils comme la suggestion, comme l'exposition au contexte, le fait que nos valeurs, elles peuvent changer dans le temps, suivant les contextes et comment ça se produit. Et comme je ne vais pas résumer en 5 minutes, 5 heures de cours, et 5 heures de cours qui en plus ont apparemment bien plu, c'est-à-dire que les gens trouvent l'intérêt dedans, je vais juste vous conseiller d'aller les voir. C'est l'hiver, donc prenez une couette, prenez une tasse de café, rassemblez toute la famille et regardez Hypnologie avec toute la famille. Donc, au-delà de la sélection des buts, sur laquelle on a passé beaucoup de temps, on va prendre le temps maintenant sur les différents modules qui restent. Et on va commencer par la prise de décision. Alors la prise de décision, si ça vous intéresse de creuser, il y a une vidéo entière qui a été tournée à l'ENS, donc j'étais là quand la personne a fait sa présentation, c'était très intéressant, et qui est disponible complètement gratuitement sur ce site-là, donc n'hésitez pas à aller voir si vous en voulez plus. Mais le résumé est le suivant, en fait on a deux systèmes pour prendre des décisions, un modèle qui est basé sur la simulation, vous allez vous demander, vous allez envisager les différentes options, vous allez les simuler dans votre tête. Qu'est-ce qui se passerait si je faisais telle ou telle action? Vous allez les pondérer. Et vous allez prendre celle qui vous plaît le plus. Simple. Celui-là, on le connaît bien, un modèle basé sur la simulation délibérée. Et vous avez un deuxième système que vous connaissez bien aussi, qui est un modèle purement associatif, dans lequel vous ne réfléchissez pas. Et il est habituel, vous faites les choses de façon machinale. Vous faites machinalement les actions, c'est par exemple quand vous conduisez sur la même route, que vous connaissez très bien, vous n'avez même plus besoin de réfléchir, de penser à votre trajet, de vous dire par où je passe, en fait vous conduisez automatiquement. Ce qui ne veut pas dire que vous perdez complètement votre agentivité, et vous vous rappelez que c'est un terme qu'on a défini au premier cours, vous pouvez toujours avoir l'impression que c'est vous qui conduisez la voiture, mais c'est complètement intuitif, fluide, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous pouvez parler par exemple à la personne qui est à côté de vous et engager toutes vos ressources cognitives dans cette discussion. Vous conduisez, vous vous arrêtez au feu rouge, vous gérez la priorité à droite, tout va bien. A priori, vous n'avez pas d'accident. Le problème, c'est que ces deux systèmes ne fonctionnent pas en même temps. C'est toujours un système qui pilote notre action. Donc, il faut un système d'arbitrage entre les deux. Parce que quand je décide de faire une action, quel système je vais utiliser? S'il fallait toujours passer par le système basé sur la simulation pour savoir si on engage une action automatique ou une action délibérée, en fait, ça serait extrêmement inefficace. Vous vous rendez compte de ça? Donc, on a un système d'arbitrage. A priori, ce n'est pas vraiment à nous de décider quel système on va utiliser. C'est de façon complètement inconsciente, de façon complètement
automatique, quelque chose à l'intérieur de nous va choisir lequel des deux systèmes utiliser. Donc là-dessus, c'est le système sur lequel on va pouvoir jouer, parce qu'on voit que dans la vie de tous les jours, notamment dans les problématiques, on est dans un système basé sur la simulation, dans des circonstances où il vaudrait mieux être dans des systèmes automatiques, beaucoup plus intuitifs, beaucoup plus fluides. Imaginez par exemple quand vous êtes avec votre conjoint, votre conjointe ou vos enfants, vous êtes dans un moment familial et que vous vous dites je vais faire tel type d'action pour que ça satisfasse ses besoins d'attachement et que nous soyons dans une relation complètement fluide. Et puis je vais y dire tel mot qui va lui permettre d'être dans quelque chose de très engageant à mon égard. Voilà, là, il y a des personnes qui font ça. En fait, on a un mot pour définir ça, on appelle ça creepy. Donc, je vous le déconseille. Je vous le déconseille grandement. C'est un cas où des personnes viennent nous voir en souffrance, en nous disant « je fais tout ce que je peux faire et pourtant, il y a quelque chose dans la relation qui ne se passe pas ». La personne utilise le système délibéré pour des choses qui fonctionnent beaucoup mieux avec le mode associatif, intuitif, beaucoup plus spontané. Ok ? Des gens arrivent aussi avec le cas inverse, j'ai envie de dire beaucoup plus souvent. Des gens qui vous disent ça fait, je veux arrêter de fumer, je veux vraiment arrêter de fumer. Je fais tout ce que je veux, mais je me rends compte que je suis en train de fumer quand je suis aux 3/4 de ma cigarette. Et en fait, je ne me suis pas rendu compte que je l'ai prise, je ne me suis pas rendu compte que je l'ai allumée, je ne me suis pas rendu compte des 2 premiers tiers de la cigarette qui sont consumés. Et à ce moment-là, en fait, eh bien, j'ai déjà fini de fumer, alors que ça fait déjà 3 semaines que je me dis j'en allumerai plus une seule. C'est un cas où la personne est dans un modèle habituel, alors qu'elle aurait bien voulu être dans un modèle délibéré. Donc pour faire ça, petite technique qui va rappeler des choses à certains, c'est ce qu'on appelle les intentions d'implémentation. C'est un concept qui a été proposé par Goldwitzer, dont il fait un très bon résumé dans le livre Decomposing the Will, que je vous conseille. Très très bien. Les intentions d'implémentation, c'est un truc très simple. Très simple. À la base, ça a beaucoup servi pour, dans le milieu médical, favoriser l'observance des traitements. Parce que les patients, on leur prescrit des choses, sauf qu'ils ne sont pas habitués à prendre les traitements. Ce qui fait qu'ils ont beau vouloir prendre les traitements, des fois, ils passent la journée et ils oublient de les prendre. Donc c'est un truc très simple. C'est le médecin ou la personne qui accompagne dit, eh bien, dans ce contexte-là, donc au moment où la personne doit prendre son médicament, par exemple au moment du repas, juste avant de prendre la première bouchée de votre repas, vous allez prendre votre pilule et l'avaler. Truc très simple, du type, lorsque contexte pertinent, alors faites la réponse pertinente. Très simple, basique, ça paraît juste trivial, et pourtant, en fait, ça fait monter de façon extrêmement significative les taux d'observance, ou en tout cas les taux d'adhésion au traitement. Pour ceux qui sont hypnos dans la salle, ça vous rappelle quelque chose, non ? Ça vous rappelle peut-être quelque chose qu'on appelle les suggestions post-hypnotiques. Eh bien, on peut peut-être faire un lien entre les deux, entre ces intentions d'implémentation et le fait de faire exactement la même structure dans un contexte hypnotique. En tout cas, on voit que même en dehors, quand on a des fenêtres de suggestibilité qui sont peut-être un peu plus fermées, eh bien ça marche déjà. Donc imaginez ce que ça peut faire dans les contextes où on a l'habitude. Alors, avant de passer à la suite, j'aimerais vous faire remarquer un truc. Le système d'arbitrage, il fonctionne de manière très simple. Son but, c'est comme un parieur qui essaye de savoir est-ce qu'il vaut mieux lancer le système délibéré ou est-ce qu'il vaut mieux lancer le système associatif. L'avantage du système associatif, c'est qu'il est rapide, il ne consomme pas d'énergie, mais il est extrêmement rigide. L'avantage du système délibéré, c'est qu'il est très flexible. Le problème, c'est qu'il est lent, il faut considérer plein d'options, et il bouffe énormément d'énergie. Il est extrêmement énergivore. C'est-à-dire que si on le fait fonctionner tout le temps, ça va être extrêmement éreintant pour la personne, et c'est absolument pas tenable sur le long terme. Donc, comme un parieur, le système d'arbitrage va essayer de savoir, étant donné le contexte, est-ce qu'il vaut mieux lancer l'un ou l'autre. Ce qui fait qu'on va pouvoir le piloter avec 2 types d'interventions. Soit on va essayer de le faire passer en mode délibéré en lui mettant de l'exception, en lui disant « Oh, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Donc,
on va repasser en délibéré pour arriver à s'ajuster. C'est ce qui se passe par exemple quand on est en voiture, qu'on conduit sur un chemin tout à fait habituel, et là, il y a une déviation, il y a un accident, et on repasse en mode délibéré. D'ailleurs, vous le voyez très bien, si vous étiez dans une conversation avec la personne à côté de vous, tout de suite, vous arrêtez la conversation, et vous dites attends, je m'occupe de ce qui se passe là sur la route. S'il y a une déviation, vous recalculez votre chemin, vous dites par où je peux passer pour rattraper mon chemin. S'il y a un accident, vous ralentissez, vous contrôlez vos angles morts, etc. Et vous repassez en mode délibéré. Dans le cas inverse, si vous êtes en mode délibéré et que vous voulez passer de façon plus habituelle, bon déjà, il y a l'hypnose et les suggestions pour ça, mais outre cet aspect-là, vous allez pouvoir créer de la routine. Créer de la routine, c'est arriver à normaliser la situation, arriver à réduire les signaux de stress. En fait, la situation, mine de rien, elle est banale, elle se répète. Vous allez pouvoir voir les similitudes. Pour ceux qui sont en P1, je ne sais pas si vous voyez les métaprogrammes, mais vous allez pouvoir passer la personne en métaprogramme similitude plutôt que différence. Ressemblance, il me semble qu'elle est dans le livret, pour ceux qui sont en formation cette semaine. Et arriver à faire passer la personne en mode habituel. Tout se passe bien, faisons comme d'habitude. Arrêtons de réfléchir, arrêtons de se prendre la tête, lâchons prise. Ok ? Il y avait conversationnel il n'y a pas longtemps aussi, et on a cette idée aussi là-dedans de la transe dans laquelle on se met, la transe habituelle. Créer de l'exception, c'est ce qu'on appelle aussi mettre le petit grain de sable dans la transe qui va la faire dérailler. Pour les praticiens, c'est peut-être quelque chose qui peut vous parler. Ce côté de mettre des suggestions qui font que le fonctionnement habituel de la personne est impossible, et donc elle va devoir repasser en mode délibéré. Ok ? Dernier point là-dessus. Ces prises de décision, elles sont toutes basées sur les attentes que l'on a de ce qui va se passer, en tout cas dans le cas du modèle basé sur la simulation. Elles sont basées sur ce que l'on attend de nos stratégies. Et des fois, le monde n'est pas vraiment adapté à ce que l'on croit qu'il est. Par exemple, on peut avoir, je reprends ma métaphore de la voiture, on peut prévoir un itinéraire. Si jamais cet itinéraire n'est pas disponible, eh bien, notre stratégie va échouer. Donc tout ça est relié à l'apprentissage, mais on ne va pas en parler ici parce qu'on se concentre sur la motivation. Ok ? Tac. Dans le cas où la motivation, où la prise de décision est délibérée, qu'est-ce qui va vous permettre de choisir une option plutôt qu'une autre ? Si vous êtes un robot, vous pouvez très bien simuler tout un tas de plans d'action, qu'est-ce qui vous permet de dire on va prendre cette option-là plutôt qu'une autre ? Bon, la réponse est en rouge sur la slide, il n'y a pas trop de surprise. Il y a des stratégies qui vont aboutir à des résultats qui sont plus ou moins valorisés pour l'individu. On est des individus avec des émotions, avec des choses qui nous conviennent et qui ne nous conviennent pas. A priori, on aime beaucoup plus les gâteaux au chocolat que les coups de taser. Et donc, certaines options sont naturellement plus valorisées que d'autres. Et ça, c'est ce qu'on appelle le système de la motivation, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, la motivation, en fait, là, je vais vous présenter un modèle. Ce sont des modèles qui sont utilisés notamment en sciences cognitives. Et c'est très drôle parce que quand on étudie le sujet, on se rend compte que parfois les modèles les plus élaborés peuvent se baser sur des intuitions extrêmement triviales. On a tous cette idée que finalement, moi ce qui me motive c'est d'aller bien et de ne pas aller mal. En fait, on peut avoir presque cette idée économique de la motivation en se disant « Ah, c'est une espèce de balance entre ce que je récupère de la situation et ce que j'ai besoin de mettre sur la table. » Les coûts que j'engage. Et c'est exactement le type de modèle sur lesquels les sciences cognitives sont en ce moment, des modèles qui prédisent assez bien le comportement, en tout cas dans un certain nombre de cas. N'oubliez pas qu'un modèle n'est pas forcément la réalité, c'est quelque chose qui décrit bien la réalité, qui nous permet de prédire le comportement. Donc ne confondons pas la carte et le territoire. Mais des fois la carte est assez intéressante. Dans le cas présent, la motivation est un simple modèle comparateur entre le bénéfice subjectif, ce que je retire de la situation, et le coût subjectif, ce que je mets sur la table. Ok ? Très simple. La motivation, eh bien, on n'a pas juste un modèle computationnel, on a aussi tout un tas d'observations neuro pour
étayer le fonctionnement de la motivation. Et ce qu'on appelle au niveau psychologique motivation, au niveau neurologique, ça se transcrit avec ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Donc là, je vais le détailler très rapidement, et notamment plusieurs zones qui vont nous intéresser, l'aire tegmentale ventrale, ici, et le neo accumbens, le palladium, etc. Tout ça sont les composants fondamentaux du circuit de la récompense, qui après est connecté à tout un tas de trucs. Si vous voulez plus d'informations, on a une formation entière de neurosciences pour ça. Mais l'idée ici ce soir, c'est de connecter au premier cours, sur lequel on avait dit, vous vous souvenez, il y a motivation avec « je veux » et il y a motivation avec « j'aime ». Et pour différencier les deux, on avait cet exemple où j'essayais de faire un régime. On a un gâteau au chocolat, le fameux exemple du gâteau au chocolat, et en fait, j'aimerais ce gâteau au chocolat. Le gâteau au chocolat me génère de l'envie. Eh bien ça, on avait dit que c'était les réseaux qui fonctionnaient avec des neurones opioïdes. C'est plutôt tout ce qui est noyau accumbens, le palladium ventral, et puis un qui n'est pas sur ce schéma, le noyau parabrachial par exemple, sont des noyaux du plaisir, qui réagissent à « ça me fait du bien ». Alors que l'aire tegmentale ventrale par exemple fonctionne avec des neurones dopaminergiques et qui sont beaucoup plus corrélés à la sensation subjective de vouloir, de volonté. Par exemple, je ne veux pas manger ce gâteau. Ok ? Donc ça, en tant qu'accompagnant, ça ne vous sert pas à grand-chose, mais par contre, pour les dîners mondains, c'est génial. Vous passez pour un expert du sujet, c'est pas mal. Mais ça me sert pour cette image-là, où on va mettre un peu de neuro, mais au service de l'accompagnement. Parce que si on met des électrodes dans le noyau accumbens, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une zone qui code pour le plaisir, pour la satisfaction, on se rend compte d'une chose assez intéressante. Vous n'avez pas besoin de voir toutes les courbes, vous avez juste besoin de voir que ici, c'est le moment où vous recevez une récompense. Donc par exemple pour les humains, des récompenses primaires, ça peut être de la nourriture, ça peut être simplement un gros câlin. Ça stimule le circuit de la récompense. Vous pouvez imaginer tout un tas de récompenses qui marchent pour vous. Ici, c'est le moment où vous recevez la récompense. Et ici, plutôt, c'est là où vous attendez à recevoir cette récompense. Par exemple, imaginez la situation un peu curieuse dans laquelle vous avez un symbole, un stimulus, qui précède toujours votre récompense. Toujours de façon certaine. Dès que vous avez ce stimulus, vous avez la récompense. Un exemple tout bête, vous poussez la porte du restaurant et vous savez que dans quelques instants, vous allez pouvoir déguster votre plat préféré. Ok ? Ça, c'est un stimulus, un symbole, qui n'a aucun rapport avec votre plat préféré. Et pourtant, ça le précède de façon certaine. Vous poussez la porte du restaurant et vous savez que vous allez pouvoir manger votre pizza préférée. Et surtout pas une pizza hawaïenne. Ok ? Eh bien, il se trouve que dans le cerveau, dans le noyau accumbens, quand on met des électrodes à ce niveau-là, ce que l'on enregistre, c'est qu'au moment de pousser la porte du restaurant, l'attente est tellement forte que le noyau accumbens s'active comme si vous étiez en train de déjà manger la pizza. Ok ? C'est-à-dire que avant que la récompense se produise, le cerveau réagit de la même façon que si le stimulus était déjà produit, à l'avance. S'il se produit, eh bien, très bien, on va avoir une petite récompense. Par contre, si on est déçu, si en fait notre attente est déçue, par exemple le restaurant nous dit en fait on ne sert plus, on va être déçu et on va avoir une activité inverse. Ok ? Et c'est ce qui est présent par exemple dans le témoignage de certains addicts qui témoignent que la préparation du moment où ils reçoivent la drogue, le rituel qui entoure le moment où ils vont avoir leur substance qui est censée activer le circuit de la récompense, est des fois plus récompensant, plus satisfaisant que le moment où il y a la substance. Il y a un accompagnement, ce sont des axes qui sont extrêmement importants à prendre en compte. Alors, oui, donc récompense réelle, attente de la récompense, c'est ce que je vous avais dit à l'instant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, la motivation, c'est une machine à maximiser les bénéfices futurs et pas juste à s'adapter à ce qui se passe maintenant. Ce qui fait qu'en accompagnement, quand on fait une futurisation, quand on commence à explorer des futurs possibles, comme s'ils étaient au présent, quand la personne a des attentes suffisamment fortes sur ce qui va se passer,
eh bien, on va activer le circuit de la récompense de la même manière que si on l'avait réellement vécu. Et en fait, ça a un nom très simple dans la vie de tous les jours, ce qu'on appelle l'espoir. Désolé de casser un peu le truc, mais en fait, c'est assez important. C'est-à-dire que des personnes qui vont être démotivées sont des personnes qui sont en perte assez fondamentale, assez cruciale d'espoir sur le fait que des choses positives vont se produire. Ce qui fait qu'elles n'ont absolument aucune motivation pour mettre en place des actions qui vont mener vers ces situations espérées. Et ça, c'est un axe sur lequel on va pouvoir travailler en accompagnement, notamment avec de la futurisation, avec du travail sur les buts et explorer des options que la personne n'avait pas explorées jusqu'à présent. Faire fonctionner la créativité de la personne et l'accompagner là-dedans. Ok ? Hop. Évidemment, les options que la personne considère, eh bien, ça dépend de son histoire de vie, de ses apprentissages, ce qu'elle a appris à considérer. Et ça, c'est peut-être des choses sur lesquelles on peut l'aider aussi. Alors, évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que les bénéfices ne sont pas sûrs à 100%. On n'est pas sûr que les bénéfices arrivent. On n'est pas sûr non plus que les coûts à engager soient vraiment présents. On va voir ça tout à l'heure. Et surtout, eh bien, ces bénéfices et ces coûts, on n'en a pas juste un, on a plusieurs options à simuler. Et on a des options qui sont à plusieurs termes. Okay ? C'est-à-dire qu'on peut avoir une option qui est dans les minutes qui suivent, et on peut avoir une option qui peut être sur plusieurs mois. Et on va voir comment les conflits dans le temps peuvent être impliqués dans ce modèle comparateur. Et on va commencer par les probabilités. Alors les probabilités, pas besoin d'être mathématicien ce soir, mais on a des choses extrêmement simples, c'est-à-dire qu'en fait, pour corriger ce modèle comparateur et intégrer les probabilités, il y a juste à dire que les bénéfices subjectifs, en fait, c'est pas juste les bénéfices attendus, c'est les bénéfices attendus, mais modérés par la probabilité qu'ils apparaissent. Si on pense qu'en mettant 10 € sur la table, on a une chance sur 10 d'obtenir 100 €, est-ce qu'on joue, est-ce qu'on joue pas ? Est-ce qu'on est motivé à jouer ou pas ? Si on monte les enjeux, si je mets 10 € sur la table, mais que je peux obtenir 1000 € et que j'ai une chance sur 10 de les obtenir, il y a beaucoup de chances que la plupart d'entre vous mettent les 10 € sur la table. Okay ? Donc en fait, c'est juste une histoire de probabilité et de bénéfices attendus. Pour les coûts subjectifs, c'est exactement la même chose, donc je ne vais pas y passer trop de temps. Le problème, c'est qu'en tant qu'être humain, en tant que Homo sapiens sapiens, on est très mauvais à évaluer les probabilités. Sur ce schéma, vous avez, donc c'est un papier de Kahneman qui est très connu, par exemple pour son livre Système 1, Système 2, qui est très connu pour ses travaux en économie expérimentale. En bas, vous avez tout un tas d'événements qui sont proposés avec différentes probabilités d'occurrence. Par exemple, la probabilité de mourir par un crash d'avion ou la probabilité de développer un cancer suite à une consommation régulière de cigarettes. Voilà, truc très simple. Et puis, sur cet axe-là, sur l'axe des ordonnées, vous avez ce que les gens estiment comme probabilité d'occurrence. Il y a un truc que vous voyez, donc au milieu, vous avez l'estimation parfaite, une courbe tout à fait linéaire. Et en fait, les gens se trompent de façon assez systématique. Ils surestiment les faibles probabilités et ils sous-estiment les fortes probabilités. C'est-à-dire qu'ils se disent, effectivement, j'ai moins de chances de mourir par un crash d'avion qu'en fumant tous les jours, mais sauf qu'ils sous-estiment l'écart entre les deux. Ils disent, en fait, j'ai beaucoup plus de chances de mourir par un crash d'avion qu'en vrai. Et ils sous-estiment les chances de mourir d'un cancer, par exemple, de la gorge ou des poumons, en ayant une consommation régulière de tabac. Ok, donc en fait, la conclusion est très simple. En fait, l'humain, il n'est pas bon en stats. Il n'est pas bon en stats. Et alors, faites attention à l'intuition de vos clients, si vous êtes accompagnant, mais faites aussi attention à votre intuition en tant qu'accompagnant aussi. Il faut bien savoir les cas dans lesquels l'intuition est valable, dans lesquels c'est une très bonne idée de se fier à son intuition. Et il y a tout un ensemble de situations, de contextes dans lesquels l'intuition a évolué pour être extrêmement performante. Décrypter les émotions d'autrui.
n'a pas besoin de regarder les micro-mouvements, de scruter la personne et de regarder si l'œil fait des petits tremblements ou pas. Ça peut aider, évidemment. Mais l'intuition, le ressenti que l'on a, en fait, est très bien ajusté pour ce genre de choses. Simplement parce qu'on est des animaux sociaux et que les singes le font déjà très bien. Un bon test pour savoir si vous voulez faire confiance à votre intuition, vous dites si je mettais un singe dans la même situation, est-ce que je ferais confiance à son jugement? C'est un test que j'ai et ça permet bien de savoir si soi-même on va se fier à son intuition ou pas. Notre cerveau est une machine qui fonctionne par l'exemple et qui a beaucoup de mal à gérer les très grands chiffres. Pour les très grandes sommes, pour ce qui est très petit, très loin de notre habitude, de notre vie quotidienne, c'est peut-être bien de se référer à des méthodes un peu plus sûres que notre intuition. Se référer aux maths ou à des analyses. Mais pour ce qui relève de notre vie de tous les jours, l'expérience quotidienne est très bonne pour arriver à se faire une idée. Peut-être mettre un autre exemple pour enfoncer le clou, parce que c'est peut-être l'exemple le plus parlant. On a tous des grands-parents ou un grand-oncle, quelqu'un d'un peu âgé qui sort plus trop de chez lui et qui regarde beaucoup la télé. Et quand vous allez à des dîners de famille, cette personne-là vous dit souvent « Ah, le monde est de plus en plus incertain, il y a beaucoup d'insécurité, il y a des crimes un peu partout. » Vous dites « en fait, moi dans ma ville, je ne me suis jamais trop fait agresser, mes amis ça va. » En fait, vous voyez que cette personne surestime l'insécurité ambiante, à base de tout un tas de situations à laquelle elle a été exposée de façon complètement disproportionnée, par exemple vis-à-vis des médias. Ça, c'est un bon exemple dans lequel l'intuition est complètement biaisée à cause simplement d'une exposition à l'information qui n'est pas relative à son environnement immédiat. Ok ? Donc ça, c'était les probabilités, mais on a un deuxième facteur qui va venir moduler cette balance des coûts et des bénéfices. Et ce facteur, c'est la temporalité. C'est le fait qu'on a plusieurs motivations à plusieurs échelles, donc pour plusieurs options, et qu'il va falloir faire avec. Imaginez que j'ai envie cet été de partir en vacances. Et j'ai en tête une option qui est très satisfaisante. J'ai envie de partir à Biarritz, il y a l'océan, c'est joli, on y mange bien en plus, c'est le sud-ouest, il y a plein de choses à manger, j'aime les vagues, j'aime tout ça. C'est un endroit que je connais, et puis j'ai le budget pour partir cet été à Biarritz, donc tout va bien, c'est ma première option. Mais je me creuse un peu l'esprit et une idée me vient en tête. Je pourrais économiser et partir à Bora Bora. Mais j'ai pas l'argent pour partir à Bora Bora cet été. En fait, il faut que j'attende, il faut que je travaille cet été, ce qui fait que travailler au chaud, pendant que tout le monde part en vacances, c'est compliqué. Mais si je fais ça, l'été prochain, je peux partir à Bora Bora. Donc l'option Biarritz, elle sera en bleu, l'option Bora Bora, elle sera en orange. L'option Bora Bora, elle est plus satisfaisante, mais elle est dans plus longtemps. L'option Biarritz, elle est moins satisfaisante, mais elle est plus proche. Ok ? Donc c'est le moment où on va en effrayer certains en faisant un petit peu des maths. Attention, graphe. Ce que vous voyez sur cette option, c'est Biarritz en bleu et Bora Bora en orange. Il se trouve que la motivation dans le temps, elle obéit, en fait, les chercheurs ont modélisé cette fonction d'utilité subjective par une fonction hyperbolique. En fait, ça représente bien, à différents moments dans le temps, comment on évalue différentes options avec différentes échéances. Ok ? Donc par exemple, Bora Bora, vous voyez l'échéance, elle est plus loin que l'option Biarritz. Et en ordonnée, vous avez l'utilité subjective. Donc pour Biarritz, eh bien, on est assez haut. Et pour Bora Bora, on est tout en haut, c'est le top niveau. C'est l'utilité subjective ultime. Ce que vous voyez, c'est que là, en février, quand je me pose la question, on est au début de la courbe. Et au début de la courbe, eh bien, l'option Bora Bora, elle est toujours au-dessus de l'option Biarritz en termes d'utilité subjective. C'est-à-dire que si on me pose la question à ce moment-là, je me dis, si je dois faire un choix en février, j'accepte de ne pas aller en vacances cet été pour aller à Bora Bora l'été prochain. Ok ? Tout se passe bien, je prends mon choix, je me dis, allez, je vais bosser cet été, tout va bien. Sauf que vous voyez qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose d'assez inquiétant. Au bout d'un moment, la courbe bleue commence à rattraper la courbe orange
jusqu'à ce moment fatidique que vous voyez là, où elle dépasse l'option Bora Bora. Biarritz devient tout d'un coup très attrayante. L'option Biarritz devient attrayante vers les coups où il commence à faire beau, le printemps commence à se terminer, l'été commence à pointer son nez. L'option Biarritz devient très proche, elle est toujours au même niveau d'utilité subjective, mais elle devient très accessible, très immédiate. Ce qui fait que dans cette période-là, si je reconsidère l'option, je craque et je pars à Biarritz. C'est ce qu'on appelle la période de tentation, où en fait l'option plus proche mais moins satisfaisante devient plus attractive que l'option lointaine et très satisfaisante. Évidemment, au cours de l'été, cette option devient très haute. Elle stagne parce que une fois que je peux l'avoir, je peux l'avoir toujours à la même utilité subjective. Biarritz ne change pas radicalement d'utilité subjective au cours du temps, pour simplifier, jusqu'à ce point-là où en fait on commence à rentrer dans l'automne et ça ne sert plus à rien d'aller à Biarritz. En fait, il n'y a qu'à attendre un tout petit peu plus pour aller à Bora Bora, et dans ce cas, je suis capable d'attendre. Donc ça nous pose un petit problème en tant que personne et aussi en tant qu'accompagnant, c'est que les choix que l'on prend à un moment ne sont pas du tout les mêmes que ceux qu'on prend à un autre moment. Alors que les deux options n'ont pas changé, moi en tant que personne, je n'ai pas changé, j'évalue les deux de la même façon, et pourtant, ma prise de décision va changer au cours du temps, juste parce que la motivation change. Ok ? Ce que j'aimerais vous faire voir, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution. En fait, l'option à court terme ou l'option à long terme, en fait, il n'y a pas d'option qui serait plus satisfaisante que l'autre. Oui, l'option à long terme est plus satisfaisante globalement, mais le fait de se dire on va tenir la motivation et on ne va pas partir à Biarritz cet été, on va partir à Bora Bora l'été prochain, on peut avoir une idée personnelle de laquelle des deux options il faut poursuivre, mais ça, ce sont des avis qui sont normatifs, des avis qui dépendent de vos valeurs, qui dépendent de votre éducation, de vos envies et de tout un ensemble de croyances. Et en tant qu'accompagnant, il faut voir aussi de quoi la personne a envie et est-ce que c'est bon pour elle. Peut-être qu'en tant que personne, ça peut être aussi bien de se poser cette question-là. Mais si on a une réponse à cette question, court terme versus long terme, il y a des techniques. Donc pour le court terme, c'est très simple en fait. Il suffit d'arrêter d'essayer de lutter contre le fait que la motivation pour Biarritz elle est plus haute et tout simplement lâcher prise en fait. Biarritz me plaît plus à ce moment-là, et bien partons à Biarritz. Très simple. Ok. Lâcher prise, ça peut être un mot très galvaudé, quelque chose qui paraît très accessible. Pour certaines personnes, c'est un accompagnement qui est assez conséquent. Et ça sort on va dire du cadre de cette présentation, puisque ça nous ferait rentrer plus dans de l'accompagnement. Mais en tout cas, si vous êtes hypno, vous avez quelques idées sur comment générer ça. Évocation, travailler sur les buts, etc., sur les valeurs aussi. Mais dans le cas où vous voulez garder l'option Bora Bora, eh bien, il y a d'autres techniques, notamment le fait de rendre l'option Biarritz complètement inaccessible, d'augmenter par exemple les coûts subjectifs pour aller là-bas. Donc c'est le cas où vous dites à tous vos potes « Non, moi je vais pas à Biarritz cet été parce que je vais à Bora Bora l'été suivant, etc. » Vous vous engagez socialement par exemple, ce qui fait que si vous ne respectez pas votre engagement social, tacite, en fait vous allez passer pour un guignol. Et ça c'est des coûts qui sont assez importants. Vous pouvez vous jurer à vous-même de tenir, vous pouvez développer tout un tas de stratégies d'engagement qui font que l'option Biarritz devient impossible. Vous pouvez même, par exemple, mettre de l'argent sur un compte bloqué pour faire en sorte que vous n'ayez juste pas les fonds pour partir à Biarritz cet été. C'est une option. En tout cas, vous pouvez mettre en place des stratégies pour faire en sorte que l'option à court terme est juste absolument impossible à prendre. Et ça demande à être fait dans la période où la motivation pour l'option à long terme est supérieure à la motivation à court terme. Ok, bon, un des problèmes, c'est que les personnes viennent nous voir généralement en plein dans la période de tentation, ce qui demande un peu plus de finesse pour arriver à travailler là-dessus. Ok ?
Alors, ça, l'engagement, on va particulièrement le voir dans le cours 3. J'ai une petite anecdote là-dessus assez drôle, qui vient de, il me semble, c'est le livre sur l'art de la guerre de Sun Tzu, ou peut-être les 36 stratagèmes, je ne sais plus. En tout cas, c'est un livre qui regarde un peu les stratégies martiales. Et il y a cette stratégie qui consiste quand on est engagé en territoire ennemi et que l'issue de la bataille est incertaine, tout simplement brûler l'équipement les provisions, tout l'équipement des soldats, de sorte que s'ils veulent manger le soir même, eh bien, ils doivent passer derrière les lignes ennemies. Ce qui fait que déserter devient de suite une option beaucoup moins envisageable, puisque vous allez vous retrouver en plein territoire hostile, sans rien pour manger, etc. Ce qui a tendance à créer beaucoup plus de cohésion parmi les troupes. Donc, petite métaphore qui est assez loin de l'accompagnement, mais qui permet de se rendre compte de à quel point on peut dévaluer une option par rapport à une autre. Ok. Le troisième point qui va venir jouer dans la balance, eh bien, c'est l'assaillance, mais je ne vais pas en parler ce soir parce que ça sera un gros point du cours 3. L'assaillance, pour rappel, c'est qu'est-ce qui apparaît comme le plus visible, comme le plus important. Est-ce que vous avez plus de séances sur les bénéfices? Est-ce que vous voyez simplement les bénéfices et les coûts, c'est quelque chose de très secondaire et on ne va pas trop s'y intéresser? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes dans de l'aversion du risque et les bénéfices, finalement, passent en deuxième? Vous allez essayer de minimiser les coûts, les risques et les opportunités, finalement, ça ira en seconde position. Et en fait, ça, l'assaillance, c'est quelque chose, on verra dans le troisième cours, qui est assez rarement sous le contrôle conscient. C'est quelque chose qui nous arrive plus que quelque chose que l'on décide. En tout cas, dans certaines circonstances. À vos souhaits. On a terminé pour la motivation. Pour raccrocher les wagons, pour ceux qui auraient été un peu pris dans le tumulte des différents facteurs qui peuvent tempérer cette balance entre bénéfices et coûts, la motivation, c'est simplement un simple calcul. Un simple calcul entre ce que je peux retirer de la situation et ce que j'ai engagé dans la situation. Okay, et ça, eh bien, c'est influencé par tout un tas d'éléments comme la probabilité ou l'échéance de ce que j'attends. On rentre dans la deuxième partie du cours, ou presque le troisième tiers de ce cours. On a passé le plus gros morceau. Maintenant, on va passer à un bloc qui paraît trivial, et pourtant qui est assez laissé de côté habituellement, qui est l'ensemble passage à l'action et le contrôle que l'on peut aussi associer à l'inhibition. Ce que j'ai nommé le feu intérieur. Parce que parler de arousal, d'excitation, pour certaines personnes, c'est assez difficile de s'y connecter, on va dire, au moins émotionnellement. Quand on parle de feu intérieur, la plupart des gens captent ce dont on parle. C'est la patate, c'est le fait d'avoir la pêche, c'est le fait de se mettre pleinement dans une activité, d'être porté par une activité, et le fait de démarrer l'action. Le fait d'y aller, de juste faire ce qu'il y a à faire. Et vous rendez bien compte au moment où vous ne l'avez pas. Par exemple, vous vous rendez bien compte que vous ne l'avez pas quand vous êtes complètement affalé sur votre canapé, au 5e épisode de votre série favorite, qu'il est 1h du mat, que vous savez que demain matin vous bossez, et que vous dites « Ah, encore un épisode !» J'essaie de le mimer du mieux que je peux. À ce moment-là, vous savez très bien que vous n'avez pas le feu intérieur, a priori. Ok. Ça, c'était pour le petit comic relief avant d'entrer un peu plus dans le dur du sujet, parce que le cours d'aujourd'hui est particulièrement long. Celui de la dernière fois était un peu court. La semaine prochaine, je ne m'engage pas sur la longueur du cours, mais celui-ci est un peu dense. Alors, on va s'intéresser ici à deux aspects particuliers qui sont hyper importants pour le passage à l'action, les émotions. Et ça, pour l'accompagnement, on nous le rabâche à longueur de temps, on va voir pourquoi. Et l'aspect physiologique qui est évidemment extrêmement lié au passage à l'action. On a 3 points à voir ici, 3 types de techniques, 3 points de contrôle sur lesquels on va pouvoir jouer. Les émotions discrètes, l'activation comportementale et des aspects plus physiologiques que l'on va voir. Alors, jusque-là, on était dans du mécanistique, des choses qui peuvent paraître très calculatoires,
peut-être simpliste, on pourrait dire dans un sens. Ça, c'est peut-être le premier point sur lequel je veux bien insister, parce que pour la pratique, ça a des conséquences assez dramatiques, et ça a beaucoup changé ma pratique. Donc s'il y a un point à prendre dans cet exposé, c'est pas celui-là, c'est le dernier point. Mais celui-ci est quand même hyper important, donc je vous recommande de prêter vraiment une grande attention à ça. C'est un point qui a beaucoup influencé ma pratique. Les émotions discrètes, ce sont des émotions, donc des états affectifs éphémères, et c'est très important le point éphémère, avec des causes spécifiques. Ce n'est pas un mal-être généralisé, c'est pas « je me sens pas bien en ce moment dans ma vie », c'est des réactions spécifiques à certaines causes spécifiques et qui génèrent des actions, qui portent à l'action pour corriger ces causes. Voilà, maintenant que je dis des choses très globales, on va rentrer dans le plus particulier. On va s'intéresser à deux émotions discrètes, la tristesse et la colère, qui sont en réaction à des causes spécifiques. Par exemple, la tristesse, eh bien, c'est notamment lié, je ne vais pas dire que toute la tristesse est liée à ça, mais c'est une expérience de perte irréversible. Et tous les mots ont leur intérêt ici. Perte dans le sens où vous ne l'avez plus. C'est quelque chose qui faisait partie du monde, sur lequel vous comptiez, et disparu. Irréversible, c'est-à-dire que vous ne pouvez rien y faire. Absolument rien. C'est-à-dire que aucune action possible ne ramènera cet état du monde. Donc c'est le genre d'émotion qu'on a par exemple quand on perd un proche, quand on est dans un projet et que le projet tombe à l'eau, c'est le genre de choses qui arrivent quand on perd la santé, quand on perd des facultés cognitives par exemple, ce genre de choses où on peut être touché par ce sentiment qui nous met dans quelque chose de plutôt lourd, quelque chose qui est plutôt introspectif, qui va nous plomber, on pourrait dire. Alors que la colère est notamment générée quand une cause spécifique se présente. Cette cause spécifique, c'est une expérience d'insulte ou d'injustice. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Le monde est comme une version du monde se présente, mais c'est intolérable, ça ne devrait pas se passer comme ça, et je dois faire quelque chose pour y remédier. Et ça, c'est la colère. Vous sentez que le monde est d'une certaine manière, il y a quelque chose à y faire, et je vais défoncer cet état du monde pour le ramener à quelque chose qui me convient. Ok ? Donc j'essaie de le mimer de façon un peu caricaturale peut-être, mais pour bien voir le genre d'émotion qui peut se présenter des deux côtés. Les deux émotions fonctionnent un peu de façon antagoniste, c'est-à-dire que d'un côté, on a beaucoup de certitudes sur l'argent qui cause l'émotion. Par exemple, pour la colère, qui peut survenir, par exemple, quand quelqu'un vous fait une queue de poisson sur l'autoroute. À ce moment-là, vous avez une certitude absolue sur le fait que si vous êtes en colère, c'est à cause de ce type qui vous a fait une queue de poisson, et vous avez une très bonne idée sur ce que vous allez y faire. Généralement, à ce moment-là, vous avez une créativité extrêmement grande sur le vocabulaire qui peut vous venir à l'esprit. Alors que quand la tristesse se présente, c'est beaucoup plus diffus. C'est comme ça, c'est le monde. Et même si ça peut cibler une personne, par exemple quand un proche décède, on se dit c'est le proche, mais la mort en général, c'est pas tellement un agent, c'est quelque chose c'est un fonctionnement du monde, c'est quelque chose qui est diffus, sur lequel vous avez du mal à identifier un responsable. Ok. Et puis vous avez pour la tristesse un mouvement qui est plutôt de questionnement, qui amène à la prudence, à la réflexion, quelque chose de très interne, très introspectif. Alors que pour la colère, vous êtes dans des réactions beaucoup plus à chaud. Ça favorise l'optimisme et le sentiment de contrôle, des fois de façon assez démesurée. Quand quelqu'un vous insulte, mais qui fait 2 fois votre poids et qui, manifestement, il pourrait vous faire beaucoup de mal, et que vous vous dites je vais mesurer à lui et en fait je vais bien lui apprendre la vie, à ce moment-là, c'est peut-être un optimisme qui est un peu démesuré, un sentiment de contrôle qui est pas très adapté à la situation. Vous êtes sous le coup de la colère, vous avez un sentiment de lucidité extrême, de certitude qu'il est à l'origine de l'action, une grosse lucidité, mais peut-être un optimisme qui est mal dosé. Ok ? Donc ça, c'est pour positionner la phénoménologie derrière la tristesse et la colère, des briques de phénoménologie. Mais pour les praticiens en hypnose, ce sont des curseurs
sur lequel on va pouvoir agir pour faire passer d'un côté ou de l'autre. Okay ? Dans un cas, je considère ma vision du monde comme fixe. Okay ? Dans le cas de la colère, ça ne devrait pas se passer comme ça. Le monde ne devrait pas être comme ça. Et j'adapte le monde. J'essaie de faire des actions pour changer les choses. Dans l'autre cas, je considère le monde comme fixe et je vais adapter ma vision aux nouveaux éléments qui sont dans le monde. Et vous voyez que, eh bien, il y a tout un tas de circonstances dans lesquelles la personne dit « je veux de la volonté ». Notamment, en fait, les gens qui viennent nous voir sont, en tout cas pour ma part, peut-être un biais de sélection, là-dedans. Ils veulent comprendre pourquoi ils ne passent pas à l'action. Ils disent « j'aimerais travailler sur moi, comprendre comment je fonctionne pour pouvoir agir ». Et à ce moment-là, dans la tête du thérapeute, peut-être qu'il peut y avoir une idée qui est de se dire « je risque d'amplifier le problème en accédant à la demande de la personne. » Okay ? C'est le cas, par exemple, de certaines techniques, des techniques parfois très mentales, très réflexives, pour des gens qui sont dépressifs, qui ne sont pas hyper conseillés. En fait, vous allez accentuer la problématique, en tout cas au moins dans le court terme, ça c'est sûr. Pour le long terme, je ne me prononce pas, mais c'est peut-être pas une super idée de commencer par ça. Pour les cas de colère, adhérer à la vision de la personne sur laquelle sa vision du monde est très bonne et qu'elle a besoin de plus de volonté pour changer les autres, changer le monde et bien leur montrer qui c'est le patron. À voir. C'est des cas où, en tant que praticien, on peut se demander à quel point on va adhérer à la demande de la personne et à quel point on va prendre du recul et se dire à quel point ça lui fait du bien. Okay ? Et après, c'est des points de négociation, des points d'éthique assez importants sur lesquels il n'y a pas de bonne décision. Il y a juste des questions à se poser en tant que praticien. Okay ? Pour nous, au jour le jour, quand on a suffisamment de discernement sur soi-même pour se repérer dans certains penchants, à ce moment-là, on peut utiliser des techniques pour passer de l'autre côté. Je vous donne un exemple perso. Je ne vais pas toutes les décrire parce qu'en fait, tout est là. Il y a juste à bouger les leviers d'un côté ou de l'autre. Par exemple, je vous donne un exemple personnel, comme ça vous parlera peut-être plus. La dernière fois, quelqu'un m'a dit, dans ta dernière slide, derrière, tu as oublié un R. Donc c'était à la suite du cours. Et à ce moment-là, j'ai tendance à plutôt prêter attention à comment je me sens. Il y a un sentiment de colère qui a monté. Je sais, non mais c'est intolérable, la personne se fout de ma gueule, en fait, c'est tout ce que tu as retenu du cours avec les mois que j'ai passé à travailler là-dessus. Donc j'étais dans une certitude que la personne avait une certaine intention. C'est un sentiment d'insulte ou d'injustice, un peu des deux. Et ça favorise la réaction à chaud, l'optimisme, dans le sens non mais je vais bien y montrer que quand même elle doit se sentir ridicule cette personne parce que franchement tout le monde a compris que le cours était beaucoup plus intéressant qu'un R qui manque. Et à ce moment-là, je me suis dit on va peut-être pas faire ça. Donc comment on fait dans ce genre de cas pour basculer vers autre chose ? Déjà quand on le voit, c'est déjà pas mal. Mais surtout on va pouvoir dire mais en fait c'est pas la personne. En fait, il y a un peu de moi là-dedans. Effectivement, en fait, j'ai pas mis le R et ça a peut-être empêché cette personne d'accéder au cours. Et de suite, c'est pas la même chose, c'est pas la même vision du problème. En fait, il y a quelque chose que j'aurais pu faire et qui n'a pas été fait et qui a empêché cette personne d'adhérer au cours. Dommage. Et là, c'est la faute à personne. J'ai pas fait gaffe, j'aurais pu, mais en même temps, c'est comme ça et c'est irrattrapable. Perte irréversible, ok ? Qui est l'agent ? On ne sait pas trop. Qu'est-ce que je peux faire pour le prochain cours ? Peut-être faire relire. Ouais, peut-être qu'il y a des choses à faire. Ou peut-être pas, en fait. Peut-être que juste accepter le truc comme ça, c'est bien. Ok ? Un exemple très rapide pour voir qu'en fait, on peut très vite passer de l'un à l'autre. Il suffit juste d'actionner les leviers. Et puis après, je vous laisse libre avec votre créativité de taper dans la phénoménologie de chacun et de faire de l'évocation. Ok ? Donc ça, c'est pour les praticiens. Pour les autres, vous inquiétez pas. Il y a des gens qui sont formés pour ça. Je voulais pas le dire comme ça, mais bon, c'est sorti. Alors, activation comportementale. C'est clair déjà pour les émotions ? Deux émotions qui fonctionnent de façon antagoniste. On peut pencher d'un côté, de l'autre. Ce qui va pousser à l'action, évidemment, vous l'avez compris, je ne l'ai pas dit, ça me semble évident, le système colère, le système implémentatif, va beaucoup plus pousser à l'action que le système réflexif, tristesse,
qui va plutôt essayer de s'adapter. L'activation comportementale, c'est notre deuxième levier d'action, qui est assez contre-intuitif. La plupart des gens se disent, au plus je fais d'actions, au plus je vais me fatiguer et je vais avoir du mal à faire des actions. Donc là, on a tous un peu cette idée de la jauge d'énergie. On se lève le matin avec une énergie pleine, plus ou moins pleine, et au cours de la journée, on tape dans l'énergie, et à la fin de la journée, on est à plat. Ok ? Sauf qu'en fait, dans plein de cas, donc cette phénoménologie, elle peut s'appliquer, je ne vais pas dire le contraire, c'est des choses qu'on vit. Par contre, quand on a du mal à faire une action, des fois on se dit « Ah, je vais me reposer et puis je vais revenir à ça plus tard ». Alors on va sur Facebook, on regarde un peu les nouvelles, on regarde un épisode d'une série, etc. Et quand on revient, on est encore plus démotivé pour faire ce truc-là. Vous le remarquez, vous l'avez peut-être déjà testé. Par contre, quand par chance, en fait, vous faites des actions, des activités sur lesquelles vous avez de l'action qui est impliquée, par exemple, vous dites « Ah, j'ai du mal à faire cette feuille d'impôt ou à remplir ma compta, je vais me détendre l'esprit, je vais faire un peu de jardinage et puis je vais faire ma vaisselle. » Vous vous rendez compte que vous engagez le corps, vous engagez de l'action concrète, vous faites des choses et vous revenez, et en fait, ça marche beaucoup mieux. Un exemple beaucoup plus parlant, peut-être pour vous, c'est le cas où je prends mon exemple, où vous regardez une série, vous êtes au 5e épisode, et vous avez soif. Sauf qu'à ce moment-là, l'eau est loin, et vous êtes en train de négocier avec vous-même. Est-ce que vous avez vraiment si soif que ça ? Est-ce que ça vaut le coup de se lever, d'aller à la cuisine, qui est quand même à plus de 5 mètres, et de se servir un verre d'eau. À ce moment-là, en tout cas, c'est des choses qui peuvent arriver, peut-être que je l'exagère un petit peu, mais c'est des choses qui peuvent arriver où en fait, cette option-là devient une montagne, devient extrêmement difficile. Alors que dans l'option où en fait, vous êtes pris dans l'action, vous avez fait votre compta, vous avez emmené les enfants à l'école, vous êtes revenu, vous êtes occupé de telle action, ok, vous avez rayé sur votre to-do list, vous avez soif, vite, vous ouvrez votre placard, vous prenez un verre d'eau, vous servez, vous ne l'avez même pas vu. Ok ? Vous n'avez même pas conscientisé qu'il y avait une quelconque difficulté, c'était tellement fluide, c'était pris dans la suite d'action. Et l'idée derrière l'activation comportementale, évidemment, à un point de vue purement technique, c'est juste de la prescription de tâches pour la personne qui sort de votre séance et qui est un peu à plat, c'est fait des petites actions accessibles, des petites actions sur lesquelles c'est pas beaucoup d'effort de le faire. Et en fait, vous allez prendre de l'élan, vous allez prendre de l'inertie, et au plus vous faites de petites actions, et au plus c'est facile d'en faire. Ok ? C'est exactement l'inverse de l'intuition qu'on a, de cette jauge d'énergie où un dépressif, on aurait tendance à dire « Ah, reste au lit et récupère des forces ». Rester au lit pour un dépressif, c'est une très mauvaise idée. En fait, c'est d'ailleurs des spirales de perte d'énergie où la personne va mal dormir, va avoir de la perte de motivation, de la perte d'envie de vivre, tout simplement. Et une des actions numéro 1, d'ailleurs, dans le cas de la dépression, juste pour préciser, si vous n'êtes pas habilité à traiter ce genre de cas, ne le faites pas. Ce qui paraît évident. Mais une des premières actions pour la dépression, c'est remettre de l'activité comportementale, remettre la personne sur des petites tâches. C'est aussi simple que arriver à se lever, arriver à manger, arriver à se doucher. Ce qui paraît être des choses triviales. Mais en fait, pour des personnes qui sont très profondément dans des pertes d'action, rien que ça peut être accessible, mais les personnes se disent « Ah, je ne vais pas le faire aujourd'hui, je ne vais pas me doucher, je vais juste me reposer ». À ce moment-là, c'est bien de la pousser progressivement dans cette activité comportementale. En séance, ça peut être bien aussi de répéter ces choses-là avec de la suggestion directe. Parfois, je fais lever les clients, je les fais me chercher une tasse d'eau, ce genre de choses, juste pour lui montrer que derrière, c'est extrêmement facile. Que le fait, juste pour réaliser, capter un niveau, c'est juste de la psychoéducation, capter qu'en fait, non, à un certain niveau, faire des actions, ça favorise le fait de faire des actions. Ok ? C'est bon pour tout le monde ? J'espère avoir suffisamment enfoncé le clou parce que c'est important. Hop. Dernier point de contrôle sur le passage à l'action. Des inducteurs purement physiologiques. Donc ça, avec l'hypnose, on peut en utiliser certains, mais il y en a certains qu'on utilise rarement, comme la respiration par exemple.
la respiration qui peut être utilisée pour désactiver le feu intérieur, comme j'ai nommé ici, désactiver le arousal. Et ce sont des techniques qui sont très répandues dans le milieu de l'accompagnement, que ce soit en hypnose, en sophrologie, même dans les thérapies cognitives comportementales, dans à peu près tous les champs de l'accompagnement. L'idée d'utiliser la respiration pour calmer la personne, calmer les peurs, calmer l'impulsivité, etc., c'est quelque chose qui est relativement connu. Respiration diaphragmatique, vous connaissez tous, vous mettez les mains, vous sentez quand le ventre gonfle et quand le ventre dégonfle, la cohérence cardiaque, tout ce genre de choses. On ne va pas rentrer dans le détail ici, mais vous connaissez ces techniques, vous savez où les trouver en tout cas. Et toutes ces techniques-là vont permettre de passer vers plus de contrôle. Vous allez juste éteindre le passage à l'action, ce qui va mener vers plus de réflexivité, etc. Vous pouvez connecter ça aux émotions. Quand vous mettez les deux ensemble, vous voyez un peu où ça emmène. La posture aussi. Il y a d'ailleurs des conseils dans certains traités spirituels, quand vous êtes pris de colère, couchez-vous et attendez que ça passe. J'étais assez atterré de voir qu'effectivement, en fait, il y a des passages comme ça. Ça paraît être complètement stupide. Et en fait, il se trouve que les postures assises, surtout les postures un peu affalées, couchées, désactivent complètement, en fait, activent le système vagal parasympathique et vont désactiver la personne, vont diminuer le rythme cardiaque et vont permettre à la personne de calmer la colère, par exemple. Au contraire, des postures beaucoup plus dynamiques, penchées vers l'avant, beaucoup plus toniques, avec un peu plus de gainage au niveau des muscles, debout, par exemple, vont favoriser l'action, favoriser l'implémentation. Ok, ce qu'on disait tout à l'heure avec les émotions. J'ai pas trouvé de littérature concernant la respiration dynamique. C'est quelque chose que je fais en accompagnement. Sans doute qu'il y a des études là-dessus, mais j'ai rien trouvé de vraiment très accessible ou probant. Donc je vous invite plutôt à tester. Pareil pour la musique, les rythmes. Mettre la personne en rythme, la faire danser, lui faire écouter de la musique. Ce sont des choses sur lesquelles on peut spéculer, en tout cas, sur le fait que ça ait une action particulière. Ok, bon pour le passage à l'action, donc vous pouvez imaginer maintenant la conjonction des trois, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, activation ou désactivation. C'est bon pour vous? Ok. On va finir là-dessus, sur notre dernier point, qui va clôturer le cours, une sorte de conclusion, sur le fameux module interprétation de l'action. Interprétation de l'action en tant que qu'est-ce qui vient de se passer, mais surtout comment je considère ma propre volonté. Ok, on va parler d'une seule chose, de responsabilité. On a des clients qui viennent et qui sont dans la déresponsabilisation totale. Mon inconscient me fait faire ceci, cela. Mes parents me contraignent à ceci, cela. La société, ceci, cela. Ok. Donc vous avez des personnes qui sont dans cette déresponsabilisation totale. Vous avez des personnes qui sont dans l'excès inverse. Ah, je suis dans tel état émotionnel et j'essaie de le contrôler, mais je n'y arrive pas. Ok. La surresponsabilisation, des fois, de phénomènes physiologiques qui sont en dehors complet de du contrôle de la personne. Mon système digestif fonctionne de telle manière et ça ne devrait pas être le cas, je n'arrive pas à le contrôler. Oui, le système digestif, quand même, c'est chaud. Jusque-là, on est encore à l'intérieur de la personne. Il y a des gens qui se responsabilisent pour le comportement d'autrui. Et là, on rigole beaucoup moins parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus accepté socialement, sur le fait de se dire « Ah, l'autre s'est senti blessé. » Et je suis dans une culpabilité énorme d'avoir blessé cette personne. Ah oui, en fait, vous n'avez rien fait pour, c'est juste que la personne est dans une paranoïa énorme et la personne s'est sentie blessée dans ce que vous avez dit, mais au bout d'un moment, il faut lâcher cette responsabilité-là. Deux extrêmes, et on va travailler au milieu. Alors, j'aimerais, avant de passer à la suite, vous proposer quelque chose, et on va, si ça vous dit, on va tous se lever. Hop, voilà. Ok. Alors sachez qu'en faisant ça, vous venez de réaliser mon rêve parce qu'on a enfin vérifié que tout le monde se lève pour des nets. Donc on va pouvoir se rasseoir. Merci.
Voilà, tout le monde se lève pour Dennett. C'était le comic relief du soir. Donc il y a la blague et puis il y a aussi le fait que se lever, se rasseoir, rigoler un bon coup, c'est bien pour clarifier la pensée et pour être tout à fait attentif à ce qui va être dit ensuite, parce qu'on est au point crucial du cours. Donc il y a la blague et puis il y a votre attention. Je vais vous raconter une petite histoire. Une histoire que Daniel Dennett, qui est un philosophe que j'apprécie tout particulièrement, je trouve qu'il a un côté Père Noël, un côté réconfortant, philosophe, mais jovial quand même. Alors, Dennett, dans son livre Intuition Pumps and Other Tools for Thinking de 2013, qui est un livre que je vous recommande particulièrement. Je ne sais pas s'il est traduit en français, mais si vous pouvez mettre la main dessus, eh bien, allez-y, il est absolument croustillant. Nous donne cette petite histoire, qui est une histoire complètement inventée, je vous rassure. Alors, il nous dit, un jour, un brillant neurochirurgien annonce à un patient qu'il vient tout juste d'implanter la chose suivante. Le dispositif que l'on vient de vous implanter ne contrôle pas juste votre trouble obsessionnel compulsif. C'est un patient qui venait pour être implanté pour contrôler son TOC. Ce dispositif contrôle chacune de vos décisions. En d'autres mots, j'ai déconnecté votre volonté. À présent, votre sentiment de libre arbitre n'est donc qu'une illusion. Ok ? Très bien. Et le patient part. En fait, en réalité, le neurochirurgien n'a rien fait, il a juste mis le boîtier comme prévu, qui contrôle son TOC. En réalité, c'est un mensonge qu'il a dit juste pour voir ce qui va se passer. C'est pour ça que je viens par méchamment en vrille quand même. Donc le pauvre patient s'en va complètement convaincu qu'il n'est pas responsable, mais que c'est juste un pantin. Un pantin où sa volonté est contrôlée par le dispositif. Du coup, son comportement s'en retrouve rapidement affecté. Il devient irresponsable, il devient agressif, il devient négligent, et il laisse ses pires penchants s'exprimer jusqu'à ce qu'il fasse suffisamment de bêtises pour être incarcéré et pour être arrêté et jugé. Dommage. À ce moment-là, son avocat invoque l'implant comme responsable du comportement de son client, ce qui est une défense tout à fait acceptable. Et la cour appelle le neurochirurgien pour témoigner. Et à ce moment-là, le neurochirurgien révèle que non, en fait, c'était juste une blague. Dommage. Et ce qui crée un scandale pas possible. Alors ça, c'est une expérience de pensée, juste pour arriver à mettre en situation. Dennett nous dit que en fait, ça ne fait aucune différence si la cour juge le patient responsable, s'il juge le neurochirurgien responsable, s'il juge les deux responsables, s'il y a non-lieu, etc. En fait, ça n'a aucune différence, parce que dans tous les cas, le fait de lui avoir fait croire qu'il n'avait plus de libre arbitre lui a volé sa responsabilité. Et en pratique, avec ça, sa capacité à prendre des décisions. Ok ? En réalité, le mensonge a réussi de manière non chirurgicale ce que le boîtier était supposé faire de manière chirurgicale. Ça lui a désactivé sa volonté. Ça lui a volé son libre arbitre, ou en tout cas sa responsabilité. Bon voilà, ça c'est la morale de l'histoire, c'est la petite expérience de pensée que nous propose Dennett. Et cette expérience nous emmène à la précaution suivante. Attention à ce que l'on met dans la tête de nos clients comme vision de la volonté. Ici, je vous transmets une certaine vision de la volonté, une vision qui est en fait la plus proche de ce que l'on sait aujourd'hui de la volonté. Mais ça ne veut pas dire que tous les modèles que je présente là-dedans sont bons à mettre en tête, dans la tête de la personne qu'on accompagne, ou même de nous-mêmes. Peut-être qu'à certains moments, ces visions-là ne sont peut-être pas les meilleures pour passer à l'action. Peut-être que le fait de se dire que tout ça, c'est de la mécanique psychique, peut-être qu'avec le cours, voyant les modules un par un, en les décomposant, en voyant que tout ça c'est assez mécanique, que c'est un peu du calcul, qu'on peut orienter les émotions dans un sens ou dans l'autre, vous pouvez avoir le sentiment que vous n'êtes qu'une machine, vous êtes qu'un ensemble de modules qui communiquent les uns avec les autres. Et cette vision-là de la volonté a un impact sur vous, a un impact sur la façon dont vous accompagnez les gens, a un impact sur la façon dont les gens se perçoivent eux-mêmes, et a un impact sur la volonté. Ça, c'est vraiment la conclusion de ce cours-là. J'ai envie de dire, d'où l'importance de l'hypnose. La vision du monde dans laquelle on va conditionner la personne va conditionner sa vision du monde et va conditionner aussi ses réponses au monde. Donc,
la représentation de la volonté, évidemment, sur la responsabilité, c'est hyper important. Arriver à travailler son implication dans le monde, à quel point on met les frontières, à quel point on met les limites, où on négocie ses limites. Mais au-delà de ça, votre propre représentation de la volonté en tant qu'accompagnant, en tant que personne dans le monde, va aussi impacter la façon dont elle agit. Un peu comme un mythe, un peu comme un esprit qu'on pourrait invoquer. Différentes visions de la volonté ont différents effets. Donc attention et surtout, questionnez-vous sur quelle vision de la volonté a quel effet. Déjà, testez-le sur vous-même. Si je considère la volonté comme un fluide qui me parcourt et qui me permet d'être dans le monde, c'est pas la même chose si je pense que tout ça c'est des fonctionnements neuronaux avec des rouages qui s'imbriquent les uns dans les autres. Ok ? Pour conclure, tous les outils que l'on a nommés juste avant, en fait, si on réfléchit bien, en fait, c'est des outils de bon sens améliorés. Ok ? On a tous cette idée que la motivation, c'est un comparateur, que oui, quand on est en colère, on agit plus dans le monde, etc. Tout ça, c'est du bon sens amélioré. En fait, connaître ces outils ne permet pas, en fait, d'avoir plus de volonté. Ces outils augmentent la volonté, mais le fait de les connaître n'augmente pas nécessairement la volonté. Et pour les appliquer, la représentation de la volonté est hyper importante et votre représentation de la volonté, la plupart des gens, vos clients en tout cas, n'ont pas de méta-représentation de ça. Ils n'ont pas de discernement sur leur propre vision de la volonté. Pour eux, en fait, ça va de soi. Et ils viennent coller à cette vision-là. Et là-dessus, on peut travailler et on va voir comment dans le prochain cours. Voilà la boîte à outils qu'on a vue. C'est fait pour vous en vidéo, pour pouvoir faire pause et voir un peu le récapitulatif. Ce qu'on va voir dans le prochain cours, puisque dans ce cours-là, on a vu qu'on pouvait taper sur chacun des maillons de la chaîne indépendamment. Si on peut taper dessus, c'est qu'il y a des portes ouvertes, c'est qu'il y a des endroits de contrôle sur lesquels l'extérieur peut agir. Ok ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Parce que ces portes ne sont pas ouvertes seulement dans votre cabinet, elles sont ouvertes en permanence, chez tout le monde. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on met l'individu dans son milieu naturel et qu'il continue à vivre sa vie ? L'ensemble des cours est disponible en vidéo sur YouTube, comme vous le voyez sans doute en ce moment, sur Network, et les supports de cours sont disponibles sur le site de l'Arche. Le prochain cours, on va regarder comment on peut refermer tout ça, donc l'intrapsychique, et mettre l'individu dans son milieu social, et voir comment tout ça interagit. Et on va voir que la volonté est étendue au-delà de l'individu, à la fois dans l'espace et dans le temps. Ce qui est un sacré teaser pour la prochaine fois. Merci de votre attention et on va prendre quelques questions.